Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter plusieurs histoires. C'est pas forcément des histoires d'horreur au sens vraiment horreur du terme avec des sortes de screamers, ce genre de choses. C'est plus des histoires qui vont avoir une fin ou un élément dans le récit qui est un peu choquant. C'est pas choquant dans le sens tu fais oh mon dieu, c'est des trucs assez surprenants mais qui peuvent quand même t'amener à réfléchir, à te dire mais attends mais c'est quand même chose qui se passe, et c'est cet aspect là qui devrait du coup vous titiller un petit peu. Les histoires c'est des trucs, je les ai lus et effectivement tu te dis ah oui, ah d'accord. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires qui prennent une tournure plutôt particulière. On va parler d'abord d'une histoire qui se passe dans une fonderie de métal. C'est un endroit où on fait fondre du métal, du fer, pour en faire autre chose, tout simplement. Il y a des années, il y avait une fonderie qui était spécialisée dans la fonte de fer à l'extérieur de ma ville. Dans cette fonderie, il y avait un énorme fourneau qui était utilisé pour faire fondre le métal. Une fois fondu, ce métal était récupéré sur le sol. On était à une époque où il n'y avait pas encore des mises en place strictes concernant la santé au travail, la sécurité. Donc dans cette fonderie, pour vous dire un petit peu le contexte, il n'y avait pas forcément de barrière à côté du fourneau pour dire attention, ne vous approchez pas trop. Conclusion, vous pouviez tomber dans le trou où il y avait le métal fondu plutôt facilement. Et en disant ça, vous voyez déjà vers quoi on pourrait se diriger. Un jour, il y avait un jeune garçon qui venait d'être embauché dans cette fonderie. Effectivement, à une certaine époque, les enfants pouvaient être embauchés pour travailler. Les employés lui montraient un petit peu les différentes choses dans la fonderie, comment utiliser telle machine, qu'est-ce qu'on faisait là, Et bah, à un moment donné, ce jeune garçon, il est tombé dans le trou. Il n'est pas tombé entièrement, il avait uniquement ses genoux qui étaient enfoncés. Donc il n'était pas submergé de métal fondu. En tout cas, il était quand même bien douillé. Il était en train de crier de 1 de douleur et de 2 de peur. Il criait pour qu'on l'aide. Et fort heureusement, le père de ce jeune garçon était un employé de la fonderie. Donc évidemment, il a accouru pour aider son fils. Le père, voyant ce qui se passe, a attrapé une longue barre de fer. Il l'a tendue vers son fils. Son fils se dit super, mon père va me sauver. Il a attrapé la barre de fer. Sauf que son père, il ne l'a pas retiré du trou. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a poussé pour que la totalité du corps du jeune garçon tombe dans le fer fondu. C'est chaud. Pourquoi il a fait ça? Parce que son fils, en fait, il était foutu. Il était foutu, et plutôt que de le laisser mourir à petit feu, il s'est dit, je vais abréger ses souffrances. Donc il a eu en quelque sorte une réaction humaine. Il l'a poussé pour qu'il décède rapidement et avec le moins de souffrance possible. Un acte plutôt horrible, vous en conviendrez. Un acte qui doit être d'autant plus difficile à faire quand tu es père. Mais ça reste horrible. Ça se serait déroulé vraiment très rapidement, en 1 minute à peu près. Le jeune homme est tombé, 1 minute après le père est arrivé et il a mis fin à ses jours. C'est là que cette histoire se termine, et il y a une petite note derrière à la fin de l'histoire qui dit que c'est un vieil homme qui a raconté l'histoire, et que depuis le narrateur, enfin celui qui raconte l'histoire à nous, pauvres spectateurs, il est hanté par cette histoire. Et effectivement, c'est le genre de truc qui peut nous trotter dans la tête. Est-ce que si jamais une sorte de situation similaire arrivait, tu te dirais je tente le tout pour sauver la personne, la sortir de ce trou, ou est-ce que tu te dirais elle est de toute manière fichue, vraiment, tu vois, genre il n'y a aucun doute possible là-dessus, et du coup tu abrèges ses souffrances. Ah ça c'est compliqué. C'est compliqué à se dire parce que abréger les souffrances de quelqu'un revient à le tuer. Ouais, le débat est posé. Allez, on quitte les fonderies et on va dans une ferme. Apparemment c'est une histoire vraie celle-là, et je vais vous la raconter à la première personne. Mon ami vit dans une ferme de cochons, et il a déjà vu ce que je vais vous raconter arriver. En tout cas ce qu'il a vu, c'est pas l'événement lui-même, mais après. Il y avait un employé de ferme qui avait eu pour mission de nettoyer l'enclos des cochons. Il était sur le toit en train d'enlever des feuilles qui avaient pu tomber à cause des arbres, et à un moment donné, il a perdu l'équilibre et il est tombé au sol, perdant connaissance. Il était donc dans l'enclos des cochons, qui était évidemment rempli de cochons, c'est normal, c'est le but d'un enclos, et au bout d'une heure, le propriétaire de la ferme s'est rendu compte que son employé était aux abonnés absents. Il est parti à sa recherche, il a regardé partout, mais il ne le trouve pas. C'est là qu'il commence à retourner un peu l'enclos des cochons. Il trouve un tas d'os. Il s'est demandé ce que c'était, mais il a également retrouvé la montre de son employé qui était une montre qui lui avait été transmise par son père. Donc ça pouvait pas être une montre qui avait été perdue par quelqu'un d'autre. Ça a tout de suite permis au propriétaire de la ferme d'identifier à qui appartenait ce tas d'os. Ça appartenait à son employé. Voilà ce que nous dit aussi l'histoire. Normalement,
Les cochons, ça ne mange pas les hommes. Mais apparemment, alors sur ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais à partir du moment où tu montres que tu es conscient, que tu es vivant, que tu te déplaces, tu bouges, là les cochons ne vont pas t'attaquer, ils vont pas essayer de te manger ou quoi que ce soit. Vous vous êtes déjà peut-être trouvé à côté de cochons, jamais ils ont essayé de vous bouffer le mollet. Enfin, je pense. Mais apparemment, peu importe que ce soit un humain, un animal ou quoi que ce soit, si quelque chose ne bouge pas et que ce n'est pas un rocher, que ce n'est pas dur comme de la roque, les cochons pourraient le manger. Le manger, même si c'est un être vivant qui n'est pas décédé. C'est-à-dire, dans cette histoire-là, que les cochons auraient mangé l'employé de ferme vivant qui était inconscient. Ils l'ont pris pour de la nourriture parce qu'il ne bougeait plus. Alors, comme je vous l'ai dit, et c'est supposément une histoire vraie, moi je vais poser mes petites interrogations sur la table. Je ne sais pas, du tout parce que ça ne m'est jamais arrivé, quand tu es inconscient comme ça et que tu te fais bouffer, normalement tu es censé ressentir une énorme douleur, je suppose. Et si tu es inconscient, est-ce que c'est pas quelque chose qui te redonne la conscience? Tu reprends connaissance parce que la douleur est trop forte? Je ne sais pas. Après, je me dis, quelqu'un qui est dans le coma, tu peux lui faire ce que tu veux, je suis pas sûr que ça le réveille. Donc, est-ce que cet employé de ferme était dans un état un peu similaire? Possible. Mais voilà, des questions restent en suspens de mon côté parce que je ne m'y connais pas du tout. Donc, s'il y en a qui ont parmi vous les réponses, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça, on dormira tous moins bêtes ce soir. Alors dans cette histoire, c'est une histoire qui concerne des chiens et des aboiements. Une nuit, j'ai été réveillé par les aboiements des chiens de mon voisin. C'est déjà arrivé par le passé parce qu'il se trouvait dans le jardin et le jardin était pas trop loin de la fenêtre de ma chambre. Sauf que cette fois-ci, les aboiements étaient vraiment plus forts que d'habitude. Ils devenaient de plus en plus forts et de plus en plus insistants d'ailleurs. Naturellement, j'ai essayé de me rendormir en oubliant ces sons qui m'avaient réveillé, mais c'était assez compliqué. C'était compliqué parce que comme je l'ai dit, les aboiements étaient de plus en plus forts. Donc ce qui était plutôt tolérable au début ne l'était plus au bout d'un moment. Et quand un son empêche de dormir, on peut avoir une certaine rage qui monte en nous. Et c'était le cas pour moi. Je me suis donc réveillé, je suis sorti de mon lit, de ma chambre, j'ai descendu les escaliers, j'ai ouvert la porte arrière de ma maison et je suis allé dans mon jardin pour aller voir ces chiens. J'ai pris une pierre assez lourde et je l'ai jetée dans le jardin de mon voisin. Ne faites pas ça, vraiment, ne le faites pas. J'avais jeté cette pierre d'où le son d'aboiement venait et à ma grande surprise, le son s'est arrêté net. Ne me dites pas qu'il a shooté le chien. Heureux de moi, parce que je me suis dit que j'avais réussi à faire taire les aboiements, je suis retourné dans ma chambre pour me rendormir. Sauf que le rêve que j'ai fait, ça a été un rêve particulier qui a fait que je ne me suis pas réveillé et reposé. J'ai rêvé que j'entendais des centaines de chiens aboyer. Je ne voyais rien, c'était totalement noir, sombre, mais j'entendais des sons, ce son incessant d'aboiement d'une centaine de chiens. Le lendemain matin, alors que je prenais mon café, quelqu'un a toqué à ma porte. Et quand je l'ai ouverte, j'ai vu que c'était la police qui était là. Ils voulaient me poser quelques questions parce qu'il s'était passé quelque chose chez mon voisin. Ils m'ont dit qu'ils ont découvert dans le jardin de mon voisin des centaines d'empreintes hideuses, monstrueuses, à côté du corps dévoré de mon voisin. C'est là que cette histoire s'arrête. Oula, fin inattendue, n'est-ce pas? Moi je pensais que ça allait être la police pour dire « Monsieur, quelqu'un a jeté une pierre qui vient de chez vous sur un chien, il est mort ». Ou peut-être que ça avait touché le voisin lui-même. Sauf que là, tu vois que finalement, ça c'est parti un peu plus loin que tout ça. Alors, théorie paranormale, il y a un monstre paranormal qui a attaqué le voisin et il y avait un chien qui était là à aboyer parce qu'il voyait quelque chose d'inhabituel. Ou alors, il y a une bande de chiens qui a bouffé le voisin et qui s'aboyaient entre eux pour savoir ce qui c'est qui va le manger. Et du coup, quand le narrateur a jeté la pierre, ça a fait fuir les chiens. Ou alors, théorie où là je pars un peu plus loin dans le délire. Le chien aboie parce qu'il y a des chats qui rôdent autour de la maison du voisin. Imaginons que le voisin se dise « Mon chien aboie, faut que j'aille le calmer ». Il sort de la maison et au même moment le narrateur est sorti. Il jette la pierre. Ok ? Le voisin et le chien se prennent la pierre. Donc le narrateur a fait clamser les deux. Et là, vu qu'il n'y a plus le chien pour défendre un peu le terrain, les autres chiens qui rôdent autour de la maison sont venus et ils ont tout bouffé. Ça me semble un peu gros. Mais ça passe. Ça passe oui. Ça passe, oui, ok. J'ai pas forcément d'explication. Je me dis qu'on peut expliquer la chose sans passer par du paranormal et en ayant quelque chose d'assez réaliste. Mais après, si tu pars sur du réaliste, il y a quand même des petits... Enfin, j'ai du mal à, tu vois, à faire concorder tous les détails. Alors que si tu pars sur du paranormal, là, ça peut tout expliquer facilement. Ouais, dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette affaire-là. Là, je s'échouille un petit peu. On va conclure avec une histoire qui est, selon la personne qui la raconte, soit vraie, soit une légende urbaine. Ça veut dire c'est vrai ou faux, à toi de voir. Mais ça m'a fait penser à une histoire qui ça s'est réellement passé, j'en parlerai un peu après. Ce serait quelque chose qui aurait eu lieu en Russie dans les années 70.
On était un jour chaud en été et beaucoup de gens faisaient la queue dans les rues de Moscou. Il y avait une sorte de distributeur d'une boisson russe et en fait les gens faisaient la queue à cette boisson-là. Ils allaient voir le vendeur, ils donnaient un peu d'argent, ils leur donnaient une petite bouteille et s'ils donnaient un peu plus, ils donnaient une grosse bouteille et après ils allaient remplir eux-mêmes leur boisson. La boisson se trouvait dans une sorte de tonneau et après les gens se servaient eux-mêmes. Donc il y avait une queue par rapport à ça et en fait à un moment donné il y a eu un petit problème. La boisson elle ne coulait plus. Alors que le tonneau lui était bien rempli encore, mais quand on actionnait le levier pour que la boisson coule, la boisson ne coulait pas. Donc on se dit problème. Donc personne ne comprend ce qui se passe, les clients plus le vendeur. D'ailleurs le vendeur il n'arrivait pas à ouvrir le tonneau parce qu'il avait été scellé, parce qu'il avait dû mijoter un certain temps pour avoir les arômes qu'il avait. Du coup il a appelé quelqu'un qui s'occupait de la mise en tonneau, ce genre de choses, un ouvrier de maintenance, pour ouvrir justement le tonneau. L'ouvrier a réussi à ouvrir le fameux tonneau pour voir ce qui posait problème. Et là, qu'est-ce qui a pu être trouvé dans ce tonneau selon vous? Dites-moi. Je patiente un petit peu, vous me dites ça en commentaire. Ah, toi t'as trouvé. Il y avait un corps. Il y avait un corps qui flottait dans la boisson et en fait ce qui avait provoqué le bouchon, le fait que la boisson ne coulait plus, c'est que son doigt, pouf, s'était coincé dans le trou où la boisson coulait. C'est dégueulasse de se dire qu'il y a probablement des dizaines ou des centaines de personnes qui ont bu une boisson qui mijotait aux saveurs d'un corps humain. Ouais, ça c'est sale. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous auront compris de quoi je voulais parler, quand je dis que ça me fait penser à quelque chose. Je pense pas que j'en ferai une vidéo dédiée parce que justement c'est quelque chose qui a été beaucoup abordé sur YouTube, à la télévision. Ça m'a fait penser à l'affaire Elisa Lam. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça je vais en parler vite fait dans cette vidéo là. Je vous mets la petite transition comme ça on sépare bien. Je sais, je suis très organisé, vous avez vu. Bon, du coup, l'affaire Elisa Lam. C'est une jeune fille, il me semble qu'elle était étudiante, qui logeait dans un hôtel. Elle logeait dans un hôtel, c'était une femme qui était canadienne, il me semble, et l'hôtel se trouvait à Los Angeles. C'est un hôtel qui s'appelle le Cecil Hotel, qui a acquis une triste réputation de par l'affaire Elisa Lam, mais aussi parce que avant ça, il y a eu des décès dans cet hôtel, ou des passages de criminels, de meurtriers, ce genre de choses. Donc on va dire, il est propice à ce qu'il soit hanté. Et justement, l'affaire Elisa Lam, là où c'est particulier, c'est qu'en fait, cette femme a disparu. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On a une vidéo d'elle avant sa disparition que je vous passe maintenant, où on la voit regarder de manière assez apeurée dans un ascenseur. On ne sait pas ce qui se passe et à un moment donné, elle quitte l'ascenseur et quand elle quitte l'ascenseur, c'est là qu'on ne l'a plus revue. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle a été recherchée, et à un moment donné, la vie a repris son cours. Il y avait des occupants de l'hôtel qui utilisaient l'hôtel comme tout le monde utiliserait un hôtel, c'est-à-dire qu'ils y dormaient, ils prenaient leur douche, ils buvaient l'eau du robinet, ils se lavaient les dents avec l'eau du robinet, mais à un moment donné, certains ont commencé à se plaindre que l'eau était un peu chelou. Du coup, les employés sont allés voir sur le toit pour voir s'il n'y avait pas un problème avec la réserve d'eau, et c'est en ouvrant la fameuse réserve que le corps de la fameuse Elisa Lam a été retrouvé. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans cette réserve d'eau, on ne sait pas si elle y serait tombée par accident, on ne sait pas si elle aurait été poussée, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui encore un des plus grands mystères non résolus à ce jour. Ce qui entoure encore plus de mystère cette affaire, c'est que Elisa Lam n'était pas quelqu'un entre guillemets sain d'esprit, c'était quelqu'un qui était bipolaire, qui était dépressif, qui avait des troubles
des troubles en elle-même. Donc c'est pour ça qu'il y a une théorie comme quoi elle serait potentiellement tombée elle-même dans ce fameux petit château d'eau qui se trouvait sur le toit de l'hôtel. Néanmoins, elle n'avait jamais eu d'idée de se donner la mort, donc c'est pour ça qu'on pencherait potentiellement vers un accident et pas vers une mort qu'elle se serait donnée elle-même, ou alors on se pencherait vers une cause criminelle, donc quelqu'un qui lui en aurait voulu. Et justement, ce qui penche plutôt vers cette théorie-là, c'est que elle a un comportement très étrange dans le fameux ascenseur, comme si elle cherchait à fuir quelqu'un ou quelque chose. Beaucoup d'émissions, je ne sais pas sur YouTube quel parti pris est présenté, mais certaines émissions présentent cette affaire comme une affaire paranormale, parce que ce qu'elle chercherait à fuir au moment où il y a cette scène dans l'ascenseur, ce serait un démon, un fantôme, en tout cas quelque chose qu'on ne pourrait pas forcément voir comme ça à l'œil nu. Ce serait pas forcément un criminel fait de chair et de sang. Quand je vous dis que l'hôtel a une histoire sordide, c'est que des meurtres très connus à Los Angeles ont eu lieu dans le Cecil Hotel. Par exemple, Elizabeth Short, qui est la victime d'un criminel, je crois d'ailleurs qu'on n'a pas résolu cette affaire-là, mais en gros pour ceux à qui ça parle, c'est elle la victime de l'affaire du Dahlia Noir. L'affaire criminelle la plus connue à Los Angeles. Vraiment une affaire archi connue. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai à un moment donné sur la chaîne. Parce qu'en plus de ça, c'est une affaire, oui, je me suis renseigné, qui n'est pas résolue. Elle a jamais été élucidée. On ne sait pas qui a tué Elizabeth Short dans cette affaire. Il y aurait également une femme qui aurait été abusée et assassinée dans une des chambres. Il y a 2 tueurs en série qui y ont résidé. Beaucoup se sont donné la mort dans cet hôtel. Donc vous voyez, c'est pas l'hôtel où tu te dis, c'est la joie de vivre là-bas. Pour ceux qui croient un peu aux énergies, au paranormal, je pense que c'est un hôtel où tu dois ressentir des choses très malsaines dans les chambres, dans les couloirs et dans ces lieux-là. Et du coup, l'affaire d'Elisa Lam a renforcé, on va dire, la réputation sordide de cet hôtel, parce qu'elle a disparu comme ça pendant un certain temps. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, et quand elle a été retrouvée décédée. Donc, que s'est-il passé? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas plus d'informations que ça sur cette affaire. C'est en soi, dans les grandes lignes, c'est une Canadienne bipolaire et dépressive qui prenait des médicaments mais qui n'avait aucune idée de se donner la mort. Donc c'est pour ça que la cause de l'accident a été, on va dire, sur le côté, on va dire. Et elle a disparu. Le seul moyen qu'on avait de la retrouver, c'était les enregistrements de l'ascenseur où elle a un comportement très étrange et assez alertant. Et derrière, elle a été retrouvée dans le bidon d'eau sur le toit. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, c'est un mystère. Est-ce qu'un jour on aura la réponse? Je ne sais pas. Voilà, on a un peu bifurqué sur ce sujet de la vidéo parce que la dernière histoire dont je vous ai parlé m'a fait penser à ça. Si on revient vite fait dessus, tu sais pas comment le mec qui s'est retrouvé là, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un meurtre? De toute façon, l'histoire ne donne aucune info à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que tu peux te dire c'est du vrai, c'est du faux. Ça pourrait être du vrai parce qu'on voit que ce type d'événement s'est déjà produit avec Elisa Lam. Ça pourrait être faux parce que ça amène plein de questions. Et moi personnellement, j'ai pas de preuve tangible à vous présenter de dire l'individu il s'appelait comme ça, etc., etc. Contrairement à Elisa Lam, là on a vraiment même des vidéos d'elle. En tout cas les amis, on va se remettre dans une ambiance plus tranquille pour débriefer de la vidéo. Alors, qu'avez-vous pensé de ces histoires? Bah moi j'ai bien aimé parce qu'en plus de ça, ça fait écho à d'autres petites histoires ici et là. Il y a des échos à des histoires de fantômes que j'ai pu raconter sur la chaîne quand l'histoire que je vous présentais là semblait un peu paranormale. Il y a des histoires, on va dire, où là c'est du concret, hein. Par exemple l'histoire de la fonderie, ça ressemble à un accident qui aurait pu réellement arriver à une certaine époque. Je pense que à l'époque de la révolution industrielle à Londres, beaucoup d'enfants, parce que les enfants étaient, si je ne dis pas de bêtises, étaient employés, ont dû mourir, je sais pas, étouffés à cause du charbon qui était utilisé pour mettre dans les trains, ce genre de choses. J'allais dire dans les mines, mais c'est pas les mines. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je pense que oui, ça reste plutôt réaliste. Donc c'est pour ça que j'aimais bien ces histoires. C'est que d'un côté, tu avais des trucs très réalistes. D'autre côté, un peu moins, mais qui abordaient du paranormal qu'on a déjà pu voir sur la chaîne. Et la dernière histoire, elle, bon bah là, ça fait clairement écho à l'affaire Elisa Lam. Et puis du coup, ça m'a permis de vous en parler un petit peu. Parce que moi, je voulais pas faire une vidéo vraiment dédiée à ce truc-là. Je trouve que on sait quasiment déjà tout. Quand je dis tout, c'est pas qu'on sait tout sur l'affaire, mais tous les éléments qu'on a en notre possession ont déjà été présentés maintes et maintes fois, que ce soit à la télévision, sur YouTube, dans les trucs genre les 30 événements paranormaux que tu vois à la télé, c'est le genre de truc qui revient assez régulièrement, hein, comme des histoires sur le Titanic ou ce genre de choses. Donc j'en voyais pas l'intérêt d'en faire une vidéo, après. Si jamais plus tard on a des réponses, pourquoi pas. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir pour moi
de vous avoir partagé ces histoires et de discuter un petit peu autour de tout ça. J'aime bien aussi quand on est moins forcément dans le récit, mais qu'on débat un petit peu autour de différentes choses, tu vois, ça rend la chose comme si on était à côté, on est en train de se faire une petite conversation entre potes. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, salut.